Et salut à toutes et à tous pour ce tout nouvel épisode de Traditionnel. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur un championnat dont on ne parle pas forcément, qui est pas forcément hyper médiatisé par rapport à la Ligue 1, c'est la Ligue 2. Donc, on va faire un petit rappel des faits sur comment la saison s'est arrêtée, sur le classement figé, qui aura son lot de déçus comme son lot d'heureux, bien évidemment, comme en Ligue 1. Et pour m'accompagner sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Romain. Salut à toi, Romain. Salut Quentin, salut à tous. Et Kylian. Salut Kylian. Salut à tous. Donc, pour parler de l'arrêt de la Ligue 2, donc on le sait depuis maintenant une semaine et demie, le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait aucune manifestation sportive sur le territoire français jusqu'à au moins début septembre. Donc, ça a totalement arrêté les championnats de football professionnel et de sport en général professionnel. Donc, on reviendra pas là-dessus puisque c'est pas le sujet. Avant tout. De parler, avant toute chose, avant de parler de la Ligue 2, bien évidemment, je voulais qu'on parle vite fait de la décision de la LFP de contracter un prêt qui est pas un petit prêt. Ce prêt-là, t'aimerais bien l'avoir avec ton banquier. Prêt colossal garanti par l'État, donc l'État garantissait des prêts pour les entreprises et la LFP en fait partie. Et donc, suite à l'arrêt forcé de la saison 2019-2020 des championnats français de football, l'État n'a pas laissé les clubs livrés à eux-mêmes et ont consenti à un prêt de 224,5 millions d'euros pour la LFP qui se donnera la liberté de donner cet argent aux clubs qui en ont besoin. Donc cet argent ira spécialement aux plus gros clubs puisque ce sont eux les plus délaissés par l'arrêt des droits TV par Canal et beIN, mais ça va également profiter aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui n'ont pas encore eu la totalité des droits TV. Avant de commencer sur le sujet Ligue 2, votre avis sur le sujet, Kylian? À titre personnel, de toute façon, je pense que c'était la meilleure solution pour éponger en partie les manques à gagner qu'il n'y aura pas avec les droits TV. Et de toute façon, j'espère quand même qu'il y aura une bonne répartition. Bon, les gros clubs en premier, mais que les petits clubs auront aussi droit à ça et pourront pouvoir renflouer un peu et, comme j'ai dit, éponger le manque à gagner. Toi, Romain, ton avis sur le sujet de ce prêt accordé à la LFP? Je pense clairement que c'est une bonne idée. Il fallait le faire parce qu'on le sait dans le foot, surtout aujourd'hui, les droits télé, c'est quand même une grosse partie de ce que gagnent les clubs. On peut le voir clairement, des championnats comme l'Angleterre ont un gros avantage à ce niveau-là parce qu'ils sont diffusés partout dans le monde, que ce soit le 19e ou le premier. Donc je pense que clairement, il y en avait absolument besoin. Après, à voir comment ils vont répartir ce prêt au niveau des gros clubs et des petits clubs, comme le disait Kylian. Il va pas falloir délaisser les clubs qui finissent 15e, 16e, 17e, parce que sinon l'année prochaine, ils vont avoir beaucoup de mal à sortir d'ici. Alors on rappelle que ce prêt il a été contracté par la LFP pour justement faire le comble des droits TV qui n'ont pas été versés par Canal et beIN qui ont résilié leur contrat pour la fin de saison. Donc ce prêt, comme je l'ai dit avant, ça va surtout être pour les clubs qui vont avoir le plus de droits TV et qui n'ont pas encore reçu cet argent. Mais on rappelle que les droits TV sont distribués en fonction du classement et de la notoriété d'un club. Ça va être pareil pour la Ligue 2, donc on espère bien évidemment que ce prêt va aussi servir à réhabiliter économiquement certains clubs, notamment dans l'antichambre de la Ligue 1. Et d'ailleurs, cette antichambre, on va en parler tout de suite, avec bien évidemment notre Ligue 2 qui connaît le même sort que la Ligue 1, la Nationale 1 et la D1 Arkama qui est la D1 féminine en France. Donc arrêt total du championnat avec comme conséquence la montée directe de Lorient qui finit champion d'ailleurs de Ligue 2 et de Lens qui sont deux clubs historiques de Ligue 1, enfin du foot français en général. Tout d'abord, avant de parler de mérite ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ça vous fait de voir Lens par exemple en Ligue 1? À toi, Romain, qu'est-ce que ça t'évoque le retour de Lens en Ligue 1? Moi, forcément, je suis content. Je suis né en 97, donc on va dire que quand j'ai plus ou moins commencé à suivre le foot, voire un petit peu avant, c'était les Lyon-Lens. Étant supporter de Lyon, Lens était un très gros club de Ligue 1, souvent champion de France ou en tout cas dans les premiers. Donc c'est vrai que c'est un club mythique. On connaît leurs supporters, on connaît leur stade. Je pense que tous connaisseurs de foot est content que Lens puisse revenir dans l'élite. Toi, Kylian, je suppose que tu as le même avis que Romain là-dessus? Évidemment, les 100 et or, toute la symbolique autour des supporters, la ferveur, puis même le club en lui-même qui est historique, non, c'est une bonne chose.
Alors c'est une bonne chose, surtout pour voilà, on parle du classement, Lens qui finit deuxième. On reviendra plus tard sur l'état du classement après l'arrêt du championnat. Quant à Lorient donc qui finit pardon champion de France de Ligue 2. C'est une belle remontée quand même pour les Lorientais qui après leur descente en Ligue 2 il y a 3 ans remontent petit à petit la pente et vont retrouver l'élite d'ici l'année prochaine. Qu'est-ce que ça vous évoque cette réussite lorientaise, les gars? Je pense que ça va leur faire du bien. Ça a toujours été un club qui a été présent en Ligue 1 ou dans les premières places de Ligue 2 en tout cas. C'est vrai qu'il a fait quelques fois l'ascenseur ou a passé quelques années difficiles en Ligue 1. Mais ça va lui permettre de revenir au premier plan, et c'est un club qui est quand même relativement historique, peut-être un petit peu moins que Lens, mais quand même très connu. Donc je pense que c'est une bonne chose que des clubs comme ça puissent revenir en première division. Alors justement, on l'évoquait en off par rapport à Lorient, surtout sur la réussite de l'entraîneur actuel du FCL, qui est Christophe Pélissier, qui est connu pour faire monter ses clubs. Il l'a fait avec Luznac, il l'a fait avec Amiens. En quoi est dû le succès de Lorient par rapport à Pélissier? À mon avis, le succès date pas d'hier, puisque c'est une équipe qui a toujours été joueuse, qui propose du beau football et qui cherche aussi la gagne. On a souvenir de plusieurs beaux derbys bretons avec Rennes, et je pense que Christian Gourcuff à son époque a posé les jalons de toute façon d'une équipe joueuse, et cette identité s'est pas perdue, et Pélissier a bien su la récupérer et la remettre sur le devant de la scène pour qu'elle remonte en Ligue 1. Ouais, il avait ramené avec lui quelques joueurs qu'il a côtoyés dans ses clubs précédents. Je pense à Outrebon, à Lagarde, notamment. Il avait ramené des petits nouveaux, des recrues assez intéressantes comme Paul Nardi, Laurent Abergel, Bozoc, l'ancien Nîmois. Donc c'est vraiment un groupe très intéressant, et j'espère qu'il sera pas trop décimé en vue de la montée en Ligue 1, parce qu'on connaît parfois la transition des clubs qui montent, elle peut être parfois fatale. Donc ça peut provoquer un système d'ascenseur. Troyes l'a fait ces dernières années. Metz aussi, même si là cette année ils se sont maintenus avec le classement arrêté pour la Ligue 1. Donc bonne nouvelle pour les Messins au passage. Mais voilà, on espère en tout cas que ce soit pour Lens ou pour Lorient que ça n'arrivera pas. En tout cas, Lens n'a pas l'air de partir comme ça, puisque ils ont en tête un recrutement assez ambitieux. On a vu la rumeur Sébastien Corchia enfler depuis quelques jours. Ça serait une bonne pioche pour Lens dans l'optique de briller un tant soit peu en Ligue 1. Je trouve, en tous les cas, parce que on sait que Corchia, à titre personnel, moi je l'avais perdu des écrans radars depuis un petit bout de temps, pour pas dire ainsi, et je trouve que ça serait un bon moyen de le remettre, lui, qu'on le revoie, qu'il se remette sur le devant de la scène, mais aussi un bon aide pour Lens, parce que c'est de base intrinsèquement un bon latéral droit. Donc oui, c'est une bonne idée. Alors là, actuellement, pour la petite histoire, Sébastien Corchia, il est prêté à l'Espagnol Barcelone par le FC Séville. Donc c'est vrai que depuis son transfert au FC Séville, il a eu du mal à convaincre. Qu'est-ce que tu penses de la possible arrivée de Corchia, toi, Romain? Alors il y a deux points de vue. Il y a le point de vue du joueur en lui-même, qui est un bon joueur, qui a été connu relativement jeune à Sochaux, notamment à l'époque de Marvin Martin et Boudbouz. Après, il a eu un parcours un peu plus chaotique, on va dire qu'à Lille, ça s'est très bien passé, et dès qu'il est parti dans un plus grand club, on va dire, il a eu du mal à s'imposer. Il a fait 2 prêts depuis. Les 2 prêts, il a très peu joué, que ce soit à Benfica ou à l'Espagnol Barcelone. Après, il y a aussi le fait qu'il a l'expérience. C'est un joueur qui a joué en équipe de France, c'est un joueur qui a beaucoup de matchs de première division quand même, notamment en France. Donc, il peut apporter cette expérience et un niveau quand même relativement, je pense, suffisant pour la Ligue 1, largement. Donc, je pense que c'est un bon recrutement. Après, il faut pas y laisser trop de billes non plus, parce qu'il va falloir qu'il se renforce dans à peu près tous les secteurs. Mais le joueur en lui-même, c'est une très bonne idée. Donc pour le moment, l'agent de Corchia a démenti tout contact avec le RC Lens, mais bon, on connaît la communication des agents dans ces cas-là. Et donc pour compléter ce que tu viens de dire, Romain, donc Lens aurait dans son viseur Kevin Endoram et Jérémy Gélin pour compléter son mercato, enfin une partie de son mercato. On suppose que les 100 et or ne vont pas s'arrêter là. Concernant le classement en lui-même, les amis, j'aurais à avoir votre avis. Selon ce que vous voyez de la saison de Lorient et Lens, est-ce que c'est une montée qui peut paraître méritée malgré tout? C'est difficile à dire.
si on regarde le classement, si je dis pas de bêtises, entre le premier et le cinquième, il y a 4 points d'écart. Et quand on regarde les plateformes, on va dire, Lorient, il reste sur 3 points sur les 15 possibles, les 15 derniers possibles. Lens, ils en ont que 7 sur 15. Alors que les équipes 3, 4, 5, derrière, ça carbure avec au moins 3 victoires, voire 4. Donc je pense que 2 ou 3 matchs de plus avec cette plateforme, Lorient et Lens, ils étaient à peine barragistes. Donc tout est relatif, on va dire. C'est mérité parce qu'ils sont là, mais il aurait pas fallu que ça dure beaucoup plus longtemps. Et l'exemple que tu as pris est très bon, et c'est surtout celui de Lorient qui est assez saisissant, puisque même si on loue l'équipe de Pélissier comme une équipe assez constante depuis le début de saison, elle a eu du mal sur ces derniers matchs, elle est restée sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs, et a enchaîné une grosse série de matchs importantes pour sa montée en Ligue 1. Donc là-dessus, on peut se dire peut-être que il y a une certaine injustice pour les clubs qui sont juste en dessous. Qu'est-ce que tu penses de ça, Kylian, toi? Est-ce que la montée de Lorient et de Lens reste controversée malgré tout? Je trouve Romain un peu dur quand il finit en disant que il n'aurait pas fallu grand-chose pour que Lorient et Lens soient à peine barragistes. Je pense qu'en tout état de cause, il y aurait eu au moins un des deux qui serait monté. Peut-être qu'un aurait été obligé de passer par la case barrage, mais à mon avis, un sûr serait monté. Les autres derrière, un des trois, à mon avis, Ajaccio aurait peut-être pu chipper la place de Lorient, par exemple. Mmh. Et auquel cas, du coup, Lorient aurait été barragiste, mais si le classement est tel qu'il est, et il mérite d'être là, et tant pis pour les autres malheureusement, mais en tous les cas, voilà, pour moi, ils méritent quand même tous les deux. Alors on a des avis assez divergents sur la question. Donc on le sait déjà, donc pour Lorient et Lens, hein, donc c'est acté, il y aura pas de retour en arrière. Enfin après, la LFP est capable de tout, hein, puisqu'on sait que pour le moment les autres championnats étrangers ne partent pas sur une annulation de la saison, enfin un arrêt de la saison du moins, puisque l'Allemagne reprendra le 15 mai. Les autres pays ne se sont pas encore prononcés sur la question, mais ça devrait pas trop tarder. Est-ce que, justement, par rapport à ça, est-ce que le fait que les autres championnats européens, que ce soit en première division ou dans les divisions inférieures, ce soit un désavantage pour les championnats français par rapport à ses homologues étrangers? Moi, j'aurais tendance à dire que la LFP s'est peut-être précipité un peu, on va dire. La LFP qui a suivi les recommandations gouvernementales, hein, après. Ça c'est sûr, mais ce que je pense, c'est que ça coûtait rien d'attendre un peu avant d'annuler et de dire on reprendra pas, par exemple, avant fin juin. Et fin juin, on donnera une réponse définitive parce que juillet-août, il y a quand même de la place de jouer des matchs. La saison prochaine, on aurait pu essayer de serrer un peu plus le championnat pour avoir le temps de jouer les 38 matchs. Par exemple, on peut rajouter des matchs comme ils font en Angleterre en jouant le Boxing Day. Il y a plein de périodes où on a des petites pauses qui auraient permis de jouer des matchs en plus et aussi également du coup de finir cette saison cet été. Après, c'est vrai qu'au vu des décisions gouvernementales, c'est pas non plus incompréhensible que la LFP ait décidé de fixer les classements comme ils sont définitivement. T'es plutôt d'accord avec ça, toi, Kylian? Je suis plutôt d'accord sur le fait que à partir du moment où le gouvernement dit que les championnats sont terminés, pour lui en tous les cas, après à charge de la LFP de rendre la décision définitive. Mais si ton gouvernement va plutôt dans un sens et pas dans un autre, ça me paraît un peu compliqué. Après, sur le reste, essayer de combler la fin du championnat sur la saison suivante, le calendrier est déjà très chargé. Ça me paraît compliqué, à part si on essaie de les caser sur les coupes, comme la Coupe de la Ligue qui ne sera plus de la partie. Le calendrier étant chargé, ça me paraît de toute façon difficile à tout rattraper. Donc, je suis quand même globalement d'accord. Et puis, surtout, pour reprendre ce que tu disais, Romain, tu proposais de jouer des matchs entre juillet et août, sachant que l'UEFA veut finir avec des champions sur le mois d'août. T'as les clubs qui sont encore en lice comme Paris et Lyon qui pourraient en pâtir. Après, ça, c'est une autre histoire. C'est pour le moment du fictif. Donc, comme je le disais, en Ligue 2, donc Lorient et Lens, la montée est déjà actée. En Ligue 2, monteront de National 1 Pau et Dunkerque, qui étaient tous les deux premiers de National 1, et feront le chemin inverse Orléans et Le Mans. Donc,
pour Orléans et Le Mans, ça paraissait un peu logique qu'ils descendent. On y reviendra après pour ça. Ce dont j'aimerais parler tout de suite, c'est des équipes qui sont juste en dessous de Lorient et Lens. Donc il y a sur ce classement, c'était très serré comme le disait Romain tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de points d'écart. Et ça peut paraître logique que certains crient au scandale quant à l'arrêt de ce championnat, surtout pour une équipe, l'AC Ajaccio, qui était troisième. Donc là, on a vu des déclarations dans les presses interposées qui disaient que ils se sentaient un peu le cocu de la situation. Donc on sent que la pilule n'est pas du tout passée pour nos collègues ajacciens. Par rapport, que ce soit pour Ajaccio, Clermont ou même Troyes, est-ce que vous comprenez la frustration de ces équipes, ou alors est-ce qu'il y a vraiment un intérêt personnel qui prime au-dessus de la sécurité collective et sanitaire? Bien évidemment que la frustration se comprend. Ces équipes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment Ajaccio, et tu l'as rappelé avec la parole de l'entraîneur qui disait qu'il était un peu le cocu de l'affaire. Je pense, comme je l'ai dit, que Ajaccio aurait pu prétendre à prendre la place d'un des deux premiers. Je pense peut-être Lorient dans l'histoire. Et effectivement, Ajaccio est peut-être l'équipe qui peut nourrir le plus de frustration. Le Havre, peut-être, mais je les trouvais peut-être un peu trop en retrait par rapport à leur bilan de la saison. Elle n'était pas terminée. Oui, pour moi, Ajaccio, quand même, est l'équipe qui a le plus de regrets à nourrir, en tous les cas. Ouais, mais après, voilà, comme tu le disais, je pense que, évidemment, c'est l'équipe qui a le plus de regrets, parce que je pense que sur les 5 équipes qui pouvaient potentiellement jouer à la montée, c'était peut-être l'équipe qui jouait le mieux au foot, sur les derniers matchs du moins, et je pense que eux avaient réellement une chance de pouvoir piquer une place soit à Lens, soit à Lorient, mais dans tous les cas, on pourra pas le savoir, puisque la saison est terminée, mais est-ce que vous trouvez ça normal de faire passer, par exemple, comme peut le faire Jean-Michel Aulas en Ligue 1, avec ses collègues Ajaccio, même les collègues clermontois, se sont dit un peu dégoûtés, remettre la faute sur la Ligue et sur le gouvernement. Est-ce que vous trouvez ça normal de faire passer son intérêt personnel avant justement de penser à la sécurité, que ce soit des supporters, des joueurs, des dirigeants, du staff, avant tout ça, quoi? Est-ce que, pour toi, Romain, quel est ton avis sur la question? Moi, je pense que c'est quelque chose qui est légitime de penser ça. Par contre, c'est quelque chose dont on ne doit pas parler en public. C'est quelque chose qui doit être réglé en interne à la Ligue, avec les officiels qui sont capables de répondre à ces questions-là. C'est pas quelque chose qui doit sortir dans l'équipe, c'est pas quelque chose qui doit sortir sur des interviews télévisées. C'est pas des choses dont on doit parler, parce que c'est clairement un manque de respect à toutes les personnes qui s'occupent de cette crise et qui ont absolument rien à voir avec le football. Parce que le foot, ça reste un sport. Certes, c'est le métier de certaines personnes, mais je pense que c'est justement ces personnes-là qui n'ont pas forcément besoin de leur métier pour vivre les 15 années à venir. Et je pense que clairement, c'est un gros manque de respect à toutes les personnes qui sont mobilisées, notamment les médecins, les chercheurs, tous les bénévoles, parce que on peut pas parler de ça et de sa situation personnelle avec des choses aussi graves. Après, est-ce qu'il n'y a pas l'appréhension d'une certaine faillite, enfin pas non plus faillite, parce que bon, les clubs de Ligue 2 ne seront pas non plus dans un désastre économique, mais on peut comprendre peut-être la peur pour certains que cette saison n'aille pas à son terme par rapport justement à l'argent, ce qui peut se comprendre. Est-ce que tu penses que cette réaction, elle est due notamment à ce facteur-là, Romain? Alors là, je pense que ça va dépendre des dirigeants. Ouais. Y en a certains qui sont pas contents, et ça, par contre, je trouve ça c'est relativement légitime et logique. Forcément, ils gagnent moins d'argent, il y a moins de droits TV. Les salaires des joueurs, pour la plupart, n'ont pas baissé. Donc, forcément, ça fait beaucoup à dépenser pour très peu de revenus. Donc là, par contre, c'est légitime. Ça, je comprends que les dirigeants cherchent une solution. Râler, c'est peut-être pas la bonne chose, mais qu'ils cherchent une solution et qu'ils la demandent, en tout cas, c'est normal. Maintenant, je pense qu'il y a certains dirigeants comme Jean-Michel Aulas, et pourtant je suis supporter de l'OL, qui en rajoute énormément et qui va chercher tout type de critères et tout type de négociations pour arriver à une fin de championnat, pas pour l'argent parce qu'il a largement ce qu'il faut, mais pour une qualification au moins en Coupe d'Europe, et pouvoir dire que l'OL est européen pour 25 saisons d'affilée, etc., et pouvoir parler de son club malgré toutes les difficultés. Oui, il pourra pas se targuer de son tweet annuel, enfin, Romain. C'est normal. C'est exactement ça. C'est normal. Alors, concernant les équipes que je vous ai citées pour la possible montée, il y avait aussi Clermont
qui avait aussi un très beau football et qui ne démérite pas, qui a un beau projet depuis plusieurs années, hein, pour les avoir vu jouer également plusieurs fois cette saison. C'était pas mal non plus, hein, pour une montée en Ligue 1. Est-ce qu'il y a quand même un sentiment d'injustice pour ces équipes, parce que on peut se dire que voilà, le championnat est arrêté parce que les conditions sont exceptionnelles, hein, on est d'accord là-dessus, on ne conteste pas l'arrêt du championnat. Le problème, c'est que ces équipes-là, plus qu'en Ligue 1, parce que le suspense était encore plus accru qu'en Ligue 1, ça se jouait vraiment dans un mouchoir de poche. Clermont avait, par exemple, ceux qui étaient 5e avec 4 points de retard sur Lorient, 3 sur Lens. Donc ça peut nourrir certains regrets et peut-être un sentiment d'injustice. Kylian, pour toi, est-ce que la décision là pour le coup peut paraître injustifiée pour ces clubs-là qui se disent peut-être on a peut-être autant mérité que Lorient ou Lens, ou alors justement est-ce que tu penses que au vu du classement, l'arrêt du classement, est-ce que c'est pas les équipes les plus méritantes qui sont finalement montées? Ça rejoint un peu l'idée de frustration dont je parlais tout à l'heure. De toute façon, il y aura toujours des insatisfaits parce que la situation est tellement exceptionnelle qu'on doit prendre une décision radicale qui plaît ou plaît pas selon les intérêts de chacun et les résultats. Mais moi, je pars du principe que s'ils gardent ces équipes-là qui pouvaient prétendre à la montée ou barragistes, je pars du principe que s'ils gardent le même socle, à peu près la même équipe, la même mentalité, l'année prochaine, ça pourra tout aussi bien se faire. Ils pourront très bien prétendre à la montée l'année prochaine. Donc, c'est malheureux que ça arrive pas cette année pour eux, qu'ils aient pas la chance de tenter leur chance justement en barrage ou en montée directe. Mais s'ils changent pas grand-chose, ils pourraient très bien le réussir l'année prochaine. Donc, la frustration est légitime, l'injustice peut-être un peu moins. Alors, au niveau du mérite, hein, dont je parlais juste avant, je suis en train de regarder les leaders par journée. Par exemple, Lorient a été leader sur les 3/4 du championnat. Lens l'a été quelques fois. Il y a que Clermont et Le Havre qui l'ont été pendant une journée. Et le reste du temps, c'était à se bagarrer entre Lorient et Lens. Donc, on peut souligner une certaine régularité pour ces équipes. Et ça peut peut-être rendre la décision de la LFP, pour le coup, peut-être un peu plus légitime. À ce niveau-là, qu'est-ce que t'en penses, Romain, là-dessus? Si on regarde sur l'ensemble de la saison, je pense que Lorient, effectivement, comme tu le disais, ils ont été une grande partie de la saison premiers. Et donc, de ce fait, je pense qu'ils méritent quand même, au vu des conditions exceptionnelles, bien sûr, hein, de monter. Après, la question qu'on se pose, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Kylian, c'est l'état de forme aussi. Les équipes, est-ce qu'elles étaient dans une bonne dynamique ou pas? Mais c'est vrai que si on part du principe que la saison est arrêtée ici et qu'on regarde pas ni l'état de forme ni quoi que ce soit d'autre, sur l'ensemble de la saison, je pense que Lorient, il mérite largement et la montée et le titre de champion. Après, on peut comprendre le point de vue de certains dirigeants ou même de spécialistes de dire qu'un championnat, c'est 38 journées, ce n'est pas 28 ou 27. Voilà, je peux comprendre certains qui peuvent crier à l'injustice sur ça. Après, il faut toujours, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre en compte le caractère exceptionnel de la situation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on n'a jamais connu une situation pareille. Pas depuis les guerres mondiales que nos ancêtres ont pu connaître. Donc c'est assez inédit ce qui se passe. Hein. Les championnats n'ont jamais, dans l'ère moderne en tout cas, n'ont jamais été aussi brutalement stoppés que ça. Donc je peux comprendre certaines réactions, mais il faut comprendre aussi que dans ce genre de situation, il n'y a pas 36 000 façons de réagir. Il faut réagir vite, il faut réagir de la manière la plus impartiale possible. Et malheureusement, oui, ça fait des déçus. En Ligue 2, ça fait énormément de déçus parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Mais la décision qu'a pris la LFP est également de ne pas faire de barrage, et ça emmerde en quelque sorte certaines équipes qu'on a citées tout à l'heure, puisque on rappelle qu'en Ligue 2, il y a un premier match de barrage entre le 4e et le 5e. Le vainqueur de ce match joue le 3e de Ligue 2 pour une place en barrage justement, face au 18e de Ligue 1. Donc on peut comprendre la frustration, mais il faut comprendre aussi que, étant donné de la situation, il faut qu'il y ait des mesures exceptionnelles qui se reproduiront, je l'espère, pas de sitôt, mais voilà, il faut trouver une solution à ça. La LFP l'a fait le plus rapidement possible. Peut-être on dira qu'il y a eu de la précipitation, mais moi je dirais qu'il y a eu de la réactivité plutôt que de la précipitation, parce que je pense que les équipes gouvernementales
était au plus près des instances du sport professionnel en France, et que la décision ne doit pas dater non plus de la veille de l'annonce d'Édouard Philippe devant l'Assemblée. Mais voilà, après, je pense que d'ici quelques mois, la pilule sera passée, on repartira sur une nouvelle saison, et ces équipes seront peut-être d'autant plus motivées pour faire de bons résultats l'année prochaine. Voilà. Donc, on va passer maintenant au barrage, parce que en effet, comme je disais tout à l'heure, ces équipes peuvent être frustrées parce que les barrages n'auront pas lieu. Donc, dans l'état actuel des choses, si les barrages avaient toujours lieu, on aurait eu Clermont face à Troyes dans le premier match. Ensuite, on aurait eu le vainqueur de Troyes-Clermont face à Ajaccio. Et le vainqueur de ce match aurait affronté, je crois, c'était Nîmes. Si je dis pas de bêtises, oui, c'était Nîmes en Ligue 1. Est-ce que le fait d'avoir annulé les barrages est une mauvaise décision de la part de la LFP ou pas du tout? Difficilement compréhensible, je pense, pour certaines équipes, dans le sens où c'est très peu de matchs sur une durée très courte et que ça peut être placé pratiquement n'importe quand, même presque la semaine avant la reprise du championnat de la saison prochaine. Après, c'est vrai que c'est compréhensible dans le sens où à partir du moment où on part du principe qu'on n'a aucun événement sportif avant la saison prochaine, et qui risque d'ailleurs même de commencer un mois plus tard que d'habitude, on fige les classements et on décide directement soit de monter, soit de remonter, et pas de match additionnel comme on peut avoir les saisons habituelles, on va dire. Ouais. Pour toi, Kylian, t'es plus de l'avis de Romain ou pas du tout? Je suis plutôt d'accord, parce que moi je pars du principe que si tu es capable de faire des barrages, tu es par exemple capable de faire la finale de la Coupe de France et la finale de la Coupe de la Ligue. Donc si tu fais des barrages et que de l'autre tu fais pas les finales de coupe, des équipes qui, en gagnant ces deux coupes, auraient pu prétendre à une place en Europe grâce à la Ligue 1, pas à la Ligue 1 justement, grâce au match de coupe, auraient tout autant pu se sentir lésées. Donc c'est normal de pas en faire, parce que si tu fais ça et que tu fais pas les matchs de coupe à côté, ça pose aussi un problème. Donc tant qu'à faire, autant ne rien faire plutôt que de continuer d'accroître les inégalités. Et du coup, voilà, est-ce que c'est justement cette décision, parce que peut-être que ce n'est pas finalement l'arrêt du championnat qui divise au sein de la Ligue 2, mais est-ce que c'est peut-être cette décision de ne pas tenir en place les barrages qui énerve justement les clubs comme Ajaccio, Troyes, Clermont, même Le Havre, selon toi? Ça reste compliqué, de toute façon, mais pour moi c'est un parti pris. À titre personnel, je suis d'accord, mais c'est difficile à choisir. De toute façon, on l'a dit, la situation est tellement exceptionnelle que au bout d'un moment, faut choisir un côté, et tant pis pour les déçus, malheureusement. Mais pour moi, je trouverais ça difficile actuellement de travailler à la LFP, parce que la situation est tellement exceptionnelle que les décisions à en tirer sont tellement difficiles que, comme j'ai dit, de toute façon, il y aura des insatisfaits, et que voilà, faut faire un choix au bout d'un moment, et c'est difficile. Ouais, ça peut paraître assez compliqué dans ce genre de situation de prendre des décisions qui vont plaire à tout le monde dans ce cadre-là. En parlant de décisions, donc les barrages sont bien évidemment annulés. Et ça peut déplaire à certains clubs, notamment des clubs qui n'avaient pas forcément été mis en danger par ce classement figé à la 28e journée. Notamment le président du Paris FC, qui lui, pour le coup, a eu un peu de chance, puisque le Paris FC a fait son championnat quasiment aux dernières places du classement pendant toute la saison, quasiment 20e, 19e pendant toute la saison. Et puis depuis la 24e journée, ils sont 17e, donc bon, ça allait mieux pour eux. Donc du coup, ils ont été épargnés par cette mesure de la LFP. Et justement, le président du PFC lui proposait qu'on passe à un championnat à 22, que ce soit pour la Ligue 1 ou la Ligue 2. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait être viable pour nos championnats, les gars? Alors, 22 équipes, c'est vrai que ça fait beaucoup. Il y a déjà beaucoup de matchs dans la saison. Il y a déjà beaucoup de clubs qui se plaignent d'avoir trop de matchs, notamment les clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Après, moi personnellement, je pense qu'à 22 équipes, ça pourrait être une bonne idée.
Il faut juste trouver un moyen d'organiser le calendrier de manière à ce que les équipes n'aient pas 3 matchs par semaine toute l'année, on va dire, ou du moins pour les équipes qui jouent les coupes d'Europe ou qui jouent les coupes, parce qu'il y a des plus petites équipes qui n'ont pas de coupe d'Europe, mais qui jouent les coupes à fond et qui ont finalement beaucoup plus de matchs que des équipes qui jouent le milieu de tableau. Mais je pense que ça pourrait être une bonne idée, notamment pour cette saison. Après, j'ai vu qu'il avait Pierre Ferracci, le président du PSG, il avait proposé de faire 4 descentes l'année prochaine pour ramener un club, un championnat à 20 clubs, ou alors de garder à 22 équipes, mais tout de même 4 relégations, surtout pour permettre aux équipes qui sont cette année reléguées de ne pas être reléguées alors que c'était pas forcément mérité, comme il reste 10 journées. Justement, pourquoi ne pas s'inspirer par exemple du modèle anglais avec ses divisions inférieures à 24 équipes à ce moment-là. Donc peut-être que la question est beaucoup trop arrive un peu trop tôt dans le débat, mais pourquoi pas à l'avenir essayer de s'inspirer de ce modèle-là qui fonctionne très bien, puisqu'on sait que les clubs anglais de division inférieure rapportent beaucoup d'argent, notamment pour les diffuseurs, quasiment autant parfois que certains clubs de Ligue 1. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait, pourquoi pas, séduire des diffuseurs, parce que ça fait plus de matchs à diffuser, ça peut donner une autre vision du championnat français, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gars? Est-ce que ça peut être une possibilité dans les prochaines années? Kylian, toi, t'en penses quoi? Transposer le modèle anglais en soi, sur le principe, je suis d'accord, hein, ce serait vraiment une bonne idée. Ça permettrait d'améliorer peut-être l'attractivité des championnats. Mais encore une fois, c'est pas le même championnat, le football anglais et le football français. C'est pas la même chose. Il n'y a pas la même charge physique, la même dépense, la même intensité. Donc même sur des divisions inférieures, ça me paraît peut-être un peu compliqué à l'heure actuelle. C'est une réflexion à lancer, hein, bien entendu. Tout ce genre d'idées sont bonnes. C'est une question de culture pour toi. On n'est peut-être pas prêt à accueillir ce genre de réforme chez nous. Ouais, pour moi c'est un peu tôt. On n'a pas encore cette idée de vouloir augmenter le nombre d'équipes qui concourent dans une division pour pouvoir améliorer l'attractivité. Notamment, pour moi, il faut aussi penser à côté à la charge déjà présente, notamment en Ligue 1. Peut-être qu'en Ligue 2 c'est plus simple, mais si en Ligue 1 on voulait passer à 22, ça me paraît trop compliqué. Mais pour les divisions inférieures, la réflexion peut se poser pour le futur, je pense. Moi, personnellement, je suis de ton avis. Je pense que la Ligue 1 doit rester à 20 équipes, puisque même si on enlève la Coupe de la Ligue, les équipes européennes vont être surchargées, encore une fois, si on rajoute des matchs au niveau national. Déjà, je pense que avoir arrêté temporairement la Coupe de la Ligue, parce qu'on sait que la LFP réfléchit à sortir un nouveau format d'ici quelques années de la Coupe de la Ligue, pour justement que les clubs ne soient pas trop chargés. Mais voilà, si on commence à vouloir recharger les équipes de l'élite au niveau calendrier, ça va être compliqué si on veut avoir une certaine souveraineté en Europe. Après, pour les championnats de division inférieure, moi je serais pas contre de rajouter 2 ou 4 équipes, pour pas forcément totalement se calquer sur le modèle anglais et faire forcément 24 équipes, 22 équipes. Je pense que ça peut être une bonne idée pour les championnats de division inférieure, parce que ça va attirer, pourquoi pas, un plus gros chèque des diffuseurs, peut-être des investisseurs, puisque 22 équipes, ça peut peut-être garantir justement une certaine stabilité au niveau sportif, puisque tu as peut-être plus de chances de rester dans l'élite, dans l'élite, dans le championnat, pardon. Donc pourquoi pas. Je pense que ça peut être une idée à creuser du côté de nos instances. Après, est-ce que ce genre de déclat va être pris au sérieux par les dirigeants, par Nathalie Bois de la Tour ou Didier Quillot? Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, c'est une idée, pourquoi pas, à méditer par nos chers présidents. Alors, je voulais juste qu'on fasse un point sur certains joueurs qui ont marqué la saison de Ligue 2, parce que bon, ça restait une très belle saison de Ligue 2 avant cet arrêt un peu brutal de notre football. Je voulais qu'on parle notamment d'un Havrais. Je pense que Kylian, tu vas pas tarir d'éloges sur lui. C'est Tino Kadewere. Même toi, Romain, puisqu'il appartient à l'Olympique Lyonnais, Tino Kadewere. Donc le Havrais qui a inscrit 20 buts cette saison avec le Havre. Je pense que l'année prochaine, il va faire une
très très bonne, il va pas avoir de mal, pardon, à s'adapter à la Ligue 1. Je sais pas ce que t'en penses, Kylian. Je pense que oui, il pourrait tout à fait candidater à une place en Ligue 1 à Lyon, ou en tant que peut-être remplaçant de Dembélé, ou dans un autre club si Lyon était décidé peut-être à le vendre pour un club qui apprécierait son profil. Il me fait un peu penser à Mateta à l'époque, c'est-à-dire qu'il était il appartenait à Lyon, il avait été mis en prêt au Havre, il avait fait une bonne saison. Bon, ensuite Lyon l'a revendu à l'étranger, mais cette idée que on peut partir en Ligue 2 pour pouvoir se faire un nom, faire ses preuves dans une division inférieure pour ensuite pouvoir prétendre à la Ligue 1 ou un championnat étranger avec son club d'origine ou autre. J'aime bien cette idée et j'avoue que j'ai hâte de voir la suite avec ce joueur. Alors toi aussi, Romain, en tant que supporter lyonnais, la bonne saison de Kadewere avec le Havre, est-ce que ça t'inspire confiance pour la suite de sa carrière avec Lyon ou même pour le futur de ce joueur? Alors moi, je dirais que je suis un peu plus mesuré, notamment parce qu'on connaît l'expérience. Enfin, avec l'expérience, on voit qu'il y a beaucoup de meilleurs buteurs de Ligue 2 qui arrivent en Ligue 1 et qui sont recrutés souvent par des plus gros clubs, donc qui leur donnent plus de moyens et qui font des saisons complètement blanches avec moins de 5 buts. Donc il faut faire attention à ça parce qu'il y a quand même un gros gap de niveau. Après c'est vrai que quand j'ai regardé quelques matchs du Havre cette année, même si j'en ai pas regardé énormément, c'est un joueur qui a des très bonnes qualités, hein. Il est rapide, il est très très précis devant le but, dans la surface, il est quand même relativement efficace. C'est facile à voir, hein. De toute façon le Havre ils sont 6e, donc c'est quand même un bon classement. Ils ont 38 buts, il en a 20, donc ça veut dire qu'à lui tout seul il a mis plus de la moitié. Donc ça parle quand même tout seul, hein. Les chiffres des fois c'est vrai qu'on en parle un peu négativement, mais c'est quand même un bon repère. Après, à Lyon, pour parler, je sais pas s'il va avoir sa place. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée qu'il soit venu à Lyon. Moi, je suis un très grand fan de Gouiri. Je trouve que c'est un jeune joueur qui devrait avoir sa place largement en équipe première. Et le fait que Kadewere arrive, j'ai peur que ça ferme un peu les horizons à Gouiri, qui est à mon avis un meilleur joueur que Kadewere et qui conviendrait plus au jeu de l'OL. Mais après, le Kadewere, je pense que pour son futur, en tout cas, c'est très prometteur et il faut qu'il continue comme ça. Il a un bel avenir. Alors justement, pour le moment, l'avenir du Zimbabwéen n'est pas encore fixé, hein, puisque le joueur de 24 ans, va revenir à Lyon cet été, mais pourrait encore être potentiellement prêté, hein, pour poursuivre son apprentissage. Est-ce que la meilleure solution serait pas de le reprêter peut-être dans un club moyen en Ligue 1, ou alors de le garder pour commencer à le faire grandir au sein de l'effectif? Alors ça, c'est une bonne question. Il y en a qui vont dire qu'il faut qu'il s'adapte. S'il veut avoir un avenir à Lyon, certains vont dire qu'il doit s'adapter au club, aux infrastructures, aux coéquipiers notamment. C'est très important, à la tactique. Et d'autres vont dire qu'il faut qu'il aille voir ailleurs pour avoir du temps de jeu parce que c'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'avoue que je serais plutôt pour la première solution. On a rarement vu des joueurs, notamment à Lyon, revenir de près et exploser, voire jamais. Ça arrive pas, on l'a vu avec Mateta, il marche très bien en Allemagne. Et pourtant, quand il est revenu de prêt, on l'a revendu directement, alors qu'il avait largement de quoi faire son trou. Je pense qu'à Lyon, en tout cas, c'était pas le bon endroit pour venir, être prêté et revenir chercher une place en équipe première. Maintenant, lui de faire ses preuves pendant les stages cet été, s'ils ont lieu, et pour chercher une place, notamment à la place de Dembélé, qui risque d'être très convoité cet été. T'as le même avis que Romain là-dessus, Kylian? Globalement, oui, je le rejoins. Je dirais pourquoi pas à un passage en prêt dans un club moyen de Ligue 1, mais sinon, effectivement, ça me paraît être la meilleure solution d'essayer vraiment de s'imposer de lui-même à Lyon. Ouais, après ça peut paraître un peu prématuré puisque pour le moment il a vraiment qu'une seule grosse saison dans les pattes et c'était en Ligue 2, donc à suivre pour la suite. J'aimerais qu'on parle de certains, d'autres joueurs de Ligue 2, des pépites qui pourraient être à suivre dès la saison prochaine, que ce soit en Ligue 2 ou peut-être en Ligue 1, puisque ça peut encore changer, hein. On ne sait pas de quoi le mercato sera fait. Il y a notamment des joueurs comme Vincent Thiel, l'Orléanais, qui était la révélation du championnat national et qui n'est plus à Orléans, je crois, si je dis pas de conneries.
Si, il est à Orléans. Il est à Orléans, il est toujours à Orléans. Parce qu'il était, oui, voilà, il était formé à Metz. Il est à Orléans maintenant. Donc il a fait une plutôt bonne saison. Donc je pense que ça peut être une bonne idée de regarder de ce côté-là pour les équipes de Ligue 1, ou alors à lui de voir pour continuer en Ligue 2 l'année prochaine, puisque Orléans, on rappelle, va descendre cette saison en National 1. Donc à lui de voir s'il préfère rester en National 1 ou alors se barrer en Ligue 1 ou en Ligue 2. Il y a notamment des joueurs, on va en citer quelques-uns. Il y a Adrian Grebic, l'attaquant qui était deuxième meilleur buteur de Ligue 2, l'attaquant autrichien de Clermont, qui a remplacé Florian Hayé à la pointe de l'attaque auvergnate. Donc ça a été littéralement la surprise du mercato de Clermont, puisqu'il est arrivé un peu de nulle part. Il est arrivé de Stuttgart. Dans les catégories jeunes, il était d'ailleurs considéré comme très bon. Et il est arrivé libre à Clermont, donc c'était une très bonne opération pour Clermont. Un grand attaquant d'1m88, plutôt à l'aise, balle au pied. C'est plutôt rare pour des attaquants de ce gabarit-là. Donc c'est un joueur plutôt appliqué à la tâche, et il a un style de jeu qui s'adapte bien à ce championnat. Donc on l'espère le revoir peut-être en Ligue 1 l'année prochaine. Est-ce que ce genre de joueur, justement, grand, athlétique, à l'aise avec le ballon, c'est un profil qui pourrait intéresser certaines écuries Ligue 1? Oui, je pense. En tout cas, c'est au niveau du profil, oui, il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1, notamment le ventre mou, voir les équipes qui jouent le maintien. Ils aiment bien ce genre de joueurs parce que c'est des joueurs qui, dans des matchs importants, peuvent garder le ballon. C'est des joueurs qui sont puissants et qui ont de la présence dans la surface, qui peuvent venir marquer des buts de renard, un peu venir gratter des ballons là où il faut et quand il faut. Après, j'ai regardé 5 ou 6 matchs de Clermont cette année, je dirais. J'ai pas été emballé par le joueur, malgré le fait qu'il ait quand même marqué pas mal de buts. J'ai trouvé que c'était quand même un peu mou des fois, qu'il avait un peu de mal à trouver les bons appels, à être placé au bon endroit. Mais après, quand on regarde les chiffres, comme je disais tout à l'heure, il reste efficace. Donc ça peut être potentiellement une bonne recrue pour des équipes qui jouent le maintien en Ligue 1, je pense. Ouais, t'es plutôt de l'avis de Romain sur ce genre de joueur, Kylian? À titre personnel, j'ai pas suivi Clermont en particulier ni ce joueur, mais je pense que c'est le genre de joueur qui effectivement en général peut être bon dans les clubs qui jouent le maintien, ou à la rigueur peut-être monter jusqu'au milieu de tableau, mais pas plus. Ça me paraît, ce genre de joueur me paraît peut-être un peu trop limité. Alors, Kylian, t'as suivi un peu la Ligue 2 de plutôt loin cette année, mais si t'avais un joueur autre que Kadewere à citer en Ligue 2, pour toi, ce serait qui? Oula. Il y en a pas qui te viennent en tête là comme ça? Là, tout de suite, non. Non, du tout. Non. Je te laisse réfléchir un petit peu. Romain, toi, est-ce que tu aurais des joueurs de Ligue 2 que tu aimerais voir évoluer un peu plus haut la saison prochaine? Il y a des joueurs qu'on connaît, comme il y a Yannick Cahuzac par exemple qui va revenir. On connaît sa réputation en Ligue 1 et avec son nombre de cartons rouges. Donc c'est des joueurs qui sont intéressants à venir à voir revenir, parce que c'est des joueurs qui se sont calmés. Il avait aussi beaucoup de caractère et beaucoup de physique dû au fait qu'il a joué à Bastia, qui est un club quand même relativement connu pour sa dureté sur le terrain, on va dire. Donc ça va être intéressant de voir comment il va revenir, surtout qu'il a fait une excellente saison avec Lens, tout comme Jean-Louis Lécart qui était avec lui à Bastia. Donc ça va être intéressant de les voir revenir tous les deux, parce qu'ils ont l'expérience du haut niveau, on va dire. Et il y a un autre joueur aussi du RC Lens, c'est Corentin Jean, que j'aimais beaucoup et qui a beaucoup fait parler de lui quand il était tout jeune, avant 20 ans. Et dont on entend un peu en parler. C'est ça, on en a entendu parler à Toulouse, il était là sous Duprat. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner, parce que je pense que c'est vraiment un attaquant qui a pas forcément toujours eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, mais qui a des qualités énormes, et qui, s'il est bien servi, peut vraiment faire des très bonnes saisons. Alors il y a un joueur qui a joué en Ligue 2 cette année avec Lorient, c'est Jimmy Cabot, un inconditionnel de Lorient. Excellente saison de Jimmy Cabot qui va d'ailleurs arrêter avec Lorient, lui qui va partir de Bretagne. Donc il est parti sur une bonne note, lui-même le disait qu'il est content de finir là-dessus. Il est ouvert à toute proposition. Il
il va essayer de trouver un projet intéressant où lui-même pourra s'épanouir. Hein, c'est ses propres mots. Hein, je le cite. Hein, il a déclaré ça à Ouest France il y a quelques jours. Au-delà des stats, hein, auteur de 4 buts et 2 passes, hein, bon, ça peut paraître moyen, mais bon, au vu de son jeu, c'était plutôt sympathique à voir. Surtout que je pense que c'est l'un des artisans de la montée de Lorient cette saison. Et selon des informations un peu diverses, il y a des clubs de l'élite comme Nîmes, Brest ou Metz qui seraient intéressés par le joueur, mais notamment Beşiktaş et certaines formations belges et néerlandaises qui seraient venues au renseignement pour Jimmy Cabot. Est-ce que ce serait le moment pour lui de partir à l'étranger ou alors de revenir en Ligue 1 et justement marquer de son empreinte ce championnat? Parce que, comme on dit, vaut mieux tard que jamais, il a que 26 ans. Donc, pourquoi pas refaire une pige en Ligue 1 avant de, pourquoi pas, aspirer à plus gros en Europe? Je pense qu'il va... Enfin, en tout cas, moi, je serais lui et j'aurais plutôt intérêt à rester en France. Parce que déjà, il y est connu. Il a l'expérience du championnat, il sait comment ça se passe. Il y a fait quelques années avec Troyes, où il a d'ailleurs pas été mauvais du tout. Malgré des stats un peu faibles, il a quand même été bon. J'ai regardé le match de Coupe de France contre le PSG cette année. Ils perdent que 1-0 en faisant un très bon match, et notamment Jimmy Cabot qui a eu un nombre d'occasions assez ou de création d'occasions du moins assez conséquent, avec des très bonnes percées balles au pied. Je pense que c'est un bon joueur qui a largement les capacités pour jouer dans une équipe qui joue le milieu de tableau, voire les premières places d'Europa League. Maintenant, ça va être à lui de s'adapter s'il trouve un nouveau club, et ça va être à lui de faire le bon choix. Mais je pense qu'il a tout intérêt à rester en France. Pour toi, Kylian, Jimmy Cabot, est-ce qu'il doit rester en France ou alors est-ce qu'il doit tenter sa chance à l'étranger? Puisque quand un club peut-être comme Beşiktaş fait les yeux doux, ça reste assez intéressant comme projet, pourquoi pas? Bah, évidemment, le Beşiktaş, c'est tentant pour un joueur comme lui, je pense. Et ça me semble être une option, mais ce que dit Romain est vrai aussi. Définitivement faire son trou entre guillemets en Ligue 1 et enfin prouver que là en l'occurrence sur 2 saisons il peut être performant avec son club, et peut-être par la suite, après une énième bonne saison en Ligue 1, effectivement partir au Beşiktaş ou ailleurs. Mais pour moi, confirmer réellement en Ligue 1, c'est peut-être le choix numéro 1 pour lui. Alors pour terminer, on va parler donc de l'ascenseur qui se fait entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc Amiens et Toulouse vont descendre en Ligue 2 la saison prochaine. Quel avenir vous prédisez pour ces formations-là, surtout pour Toulouse qui a échappé à la descente depuis ça fait 10 ans je crois qu'ils jouent le maintien. Mais quel avenir vous réservez à ces équipes? Est-ce que ça va être comme pas mal d'équipes de Ligue 1, ça va être un moment de creux comme Lorient a pu le connaître, comme Lens d'ailleurs, ont pu le connaître, ou alors est-ce que une de ces deux équipes va faire l'ascenseur et remonter en Ligue 1 la saison d'après? C'est compliqué à dire parce que quand on regarde les deux équipes, l'équipe qui a au niveau historique, qui a l'habitude de jouer en Ligue 1, c'est Toulouse. Donc on peut se dire que c'est qu'une mauvaise saison, ça peut arriver à tout le monde entre guillemets, alors qu'Amiens est une équipe qui est là depuis peu de temps, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et qui aurait plus tendance à perdre de l'argent avec un budget déjà plus mince, et donc avoir plus de mal à rebondir en deuxième division. Mais le problème, c'est que Toulouse, ils font une saison tellement catastrophique que c'est compliqué d'y voir un avenir l'année prochaine. Ils vont perdre le peu de bons joueurs qu'ils ont, c'est certain. Ils ont 28 matchs, 21 défaites. Enfin, c'est cataclysmique. Ils ont pas vu le jour. Clairement, ils ont pas vu le jour. Ils sont à 2 buts et demi encaissés par match. C'est des stats catastrophiques, et au vu de leur saison cette année, je vois pas comment ils vont pouvoir faire quoi que ce soit l'année prochaine. Amiens, par contre, il faut se poser la question, ils ont quand même des bons joueurs. Il va falloir qu'ils arrivent à pas perdre trop d'éléments phares. Mais c'est ça le problème. Je pense qu'ils vont se faire dépouiller. Ça va vraiment être la capacité à garder les joueurs. Pour moi, Amiens, sans leur manquer de respect, a plus la possibilité de se faire dépouiller parce que l'effectif d'Amiens est pour moi plus fort que celui de Toulouse en termes de qualité. Il y a des joueurs comme Kakuta qui vont pas rester. En défense, il y a aussi de très bons défenseurs à Amiens qui pourraient pourquoi pas rester en Ligue 1 dans une équipe qui joue le maintien ou le milieu de tableau. Donc ça va être compliqué, je pense, pour Amiens de garder ses joueurs, plus compliqué que pour Toulouse, même si Toulouse va perdre certains de ses meilleurs éléments comme Gradel. Ça va être compliqué. René va pas rester, je pense non plus.
Donc ça va être compliqué pour ces deux équipes dans tous les cas, mais peut-être plus compliqué pour Amiens qui a pour moi plus de présence en termes de potentiel que Toulouse. Mais après c'est mon avis perso. Et concernant les deux équipes qui vont monter, donc on a parlé de Lens et Lorient en début d'émission, mais on n'a pas forcément parlé de ce que ça pourrait donner en Ligue 1. On a surtout évoqué le sentiment que ça nous procurait. Mais quand on parle sportif, est-ce que vous avez de bonnes ambitions pour ces deux clubs-là l'année prochaine, ou alors ça va être les deux petits promus qui vont se faire allumer par les pensionnaires de Ligue 1 déjà en place? À mon avis, vas-y. Je pense qu'il faut pas du tout les allumer d'entrée. Ça va pas être facile. Attention, ça va pas être facile. Il va falloir qu'ils arrivent à se renforcer au moins un bon joueur par ligne chacun, je pense. Et qu'ils arrivent à être très efficaces à domicile. Ça va beaucoup jouer. On sait les équipes qui montent en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1. Les matchs à domicile sont très importants. Donc sur ce point-là, Lens a un gros avantage parce qu'on sait qu'à domicile ils sont très efficaces et que contre toutes les grosses équipes, il va y avoir du monde, ça va pousser et ça aide énormément. Mais je pense quand même que c'est pas du tout les deux priorités que je verrai pour la relégation l'année prochaine. En tout cas, je pense qu'ils vont se sortir. Après voilà, ce sera comme tu l'as dit, je pense le mercato à gérer. Je pense que Lens part sur ce qui se dit, part sur un projet peut-être plus ambitieux que Lorient. Lorient risque de perdre des joueurs, va perdre des joueurs comme Cabot par exemple déjà dans un premier temps. Peut-être que certains joueurs arrivés cette année vont plaire à d'autres équipes en Ligue 1 et feront pas forcément la route avec Lorient cette année. On verra ça, mais je pense que si, comme j'ai fait pour Amiens et Toulouse, s'il y a une équipe qui devrait mieux s'en sortir, pour le coup, je pense que ce serait Lens. Je suis plutôt d'accord. Ouais. Kylian, t'en penses quoi, toi? C'est marrant, moi, j'aurais pas dit ça. Ah ouais? Pourquoi ça? Non, après, c'est peut-être une illusion que je me fais, mais toute l'idée autour de Lorient, qui est une équipe joueuse, qui a toujours à cœur de faire des bons matchs, qui a des bons éléments. Lens aussi, faut pas le cacher non plus, mais dans mon esprit, en tous les cas, je vois peut-être Lorient mieux s'en sortir que Lens. Ok, écoute, on verra ça de toute façon la saison prochaine, puisqu'on retrouvera les 100 et Auray, les Merlus en Ligue 1 pour la saison 2020-2021. On va passer au quiz, les gars, parce qu'on a terminé sur cette émission. On va passer au quiz Ligue 2, parce que oui, finalement, j'ai quand même trouvé un petit quiz Ligue 2 sympa à faire. Avant toute chose, je voudrais qu'on fasse un petit instant promo parce que on va bientôt mettre en place un concours sur nos pages Twitter et Instagram pour vous faire gagner avec notre partenaire tifoot.fr un bon d'achat de 25% sur la boutique tifoot.fr, sur toute la boutique, sur les mugs, les vêtements et autres accessoires. Donc je mettrai bientôt en ligne le concours, vous verrez les modalités pour y participer, ce sera très simple. Donc tout ça dans les prochains jours, bien évidemment. On va donc passer au quiz, les amis. Donc ça sera bien sûr Kylian face à Romain, un quiz spécial Ligue 2. Je vais tester vos connaissances sur la Ligue 2, je vais vous poser 2 questions chacun. Si au bout de vos 2 questions, je ne peux pas vous départager, ce sera une question de rapidité qui vous départagera. On va commencer avec Romain. Romain, je vais te donner une question et 4 propositions. Donc, en quelle année Châteauroux a remporté la Ligue 2? 1995, 1997, 1999 ou 2001? Alors là, c'est une bonne question. Tu peux répéter les 2 premières? Alors, 95, 97, 99 ou 2001? J'aurais dit 99. 99, on va vérifier. Non, c'est 1997. Le titre pour Châteauroux en Ligue 2. Kylian, qui était Gaston Petit, personnalité berrichonne qui a donné son nom au stade? Alors, 4 propositions. 4 propositions. Un boulanger, un boucher, le maire ou le facteur? Le maire. On va regarder ça. Et c'est une bonne réponse. Bravo à toi, Kylian. Deuxième question pour toi, Romain. Pendant quelle saison... Alors, c'est un quiz spécial Châteauroux, je viens de remarquer. Pendant quelle saison... Alors, pendant quelle saison la Berrichonne a joué la Coupe de l'UEFA? 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ou 2005-2006? 2002-2003.
Et c'est une mauvaise réponse. Donc Kylian remporte le quiz sans même gagner, enfin sans même faire la deuxième question. Et sinon, qui a remporté le championnat de Ligue 2 en 2019, Kylian? 2019. Attends, c'est qui a remporté en 2019? Je sais plus. 2018-2019. Oui. Alors, 4 propositions. Metz, Troyes, Reims ou Nîmes? Non, c'est pas Nîmes. J'ai un doute. Non, parce que Nîmes était déjà en Ligue 1, c'était Metz. Ah merde. C'était Metz, mais bon. Tu remportes haut la main ce quiz, Kylian, bravo à toi. Haut la main, calmons-nous. Ta victoire est sauf. Voilà, oui. Donc, merci les gars d'être passés pour cette émission. Merci à toi Kylian, merci à toi Romain. Et merci bien évidemment à Sports Content de nous produire à nouveau pour cette émission. N'hésitez pas à consulter nos autres épisodes qu'on a fait. On a fait sur Aulas, on a fait sur l'équipe de France, on a fait sur le Borussia, on en a fait. Voilà, allez consulter ça sur Ocha, également sur les différentes plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast. On est sur ces plateformes-là, donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Également nous suivre sur nos réseaux Twitter, Facebook, Instagram et poursuivre notre actualité, tout simplement. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Temps Additionnel. C'était Quentin, salut à tous. Salut.